Monsieur le juge, mesdames et messieurs les assesseurs, cher public. Voyez-vous, mon compagnon, portant un prénom à son plus grand désespoir d'un grand enchanteur breton que vous connaissez certainement, mène une vie plutôt compliquée parfois. Il est donc aujourd'hui de mon devoir de protéger un enfant d'une vie future bien peu évidente. La jurisprudence, de même que la loi, va directement dans mon sens. Ainsi, nous rencontrons des situations plutôt amusantes lorsque l'on voit que des prénoms tels que Titeuf, quelqu'un dont les parents voulaient visiblement rester en enfance, MJ, sûrement un passionné de danse et de chant, V8, des parents passionnés dont le nom de famille devait être Biturbo, Christ. Mais vous imaginez la prétention des parents ? Ou encore Anomalie, apparemment un enfant peu désiré. Tous ces prénoms ont été refusés à la retranscription sur les registres de l'état civil par un officier d'état civil dans le plein exercice de ses droits et de ses fonctions. Dès lors qu'il y va de l'intérêt de l'enfant, de son intérêt supérieur. Un officier d'état civil peut aviser le procureur, qui lui-même saisira le juge aux affaires familiales. Celui-ci, s'il déclare le prénom contraire aux intérêts susvisés, pourra supprimer le prénom de registre de l'état civil, selon l'article 57 du Code civil. Et c'est en vertu de cet article que nous sommes ici aujourd'hui. Notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. On parle aujourd'hui de la liberté des parents à choisir le prénom de leurs enfants, certes. Mais on parle surtout de la liberté d'un enfant de mener une vie éloignée des brimades, des moqueries de ses futurs camarades. L'école, hélas, et je ne vous apprends rien, est l'endroit où nous rencontrons le plus de harcèlement. Et ce, pour n'importe quelle raison. Une taille trop petite, un enfant un peu trop potelé ou un prénom un peu trop étrange. Alors, en lui conférant ce nom, vous le condamnez à vie au harcèlement. Imaginez-vous, au primaire, au collège ou au lycée, porter un tel prénom. Parce que lorsque vous entendez HDI3, à quoi pensez-vous ? Au cours dispensé dans ce même amphi aux premières années de licence de droit, ou pour les plus mécanos d'entre nous, à un moteur de chez Peugeot ? En tout cas, j'ose espérer que cela n'a donné d'idée à personne pour le prénom de leurs futurs enfants. Il est du devoir des officiers d'état civil de défendre l'intérêt supérieur de l'enfant. Si vous acceptez de retranscrire ce prénom, HDI3, sur les registres de l'état civil, vous refusez à un homme d'exercer son travail, ses devoirs. Vous l'empêchez de défendre l'intérêt de l'enfant. Alors, je comprends que madame et monsieur tiennent à ce prénom. Il a une histoire, il a pour eux une valeur sentimentale profonde. C'est en effet un héritage familial, une belle étoile découverte un soir par le grand-père de madame. Et qui, en l'honneur de ses 3 filles, nommées Hélène, Delphine et Irène, a nommé cette étoile HDI3. Mais on parle ici du bien-être d'un enfant. On parle ici de l'équilibre de la société dans laquelle nous vivons. On parle ici de nombreuses années de papiers administratifs déjà bien assez compliqués à remplir pour avoir à se compliquer la tâche par un prénom qui, excusez-moi, n'est pas français. La Cour d'appel de Montpellier a d'ailleurs refusé, le 26 novembre 2001, la retranscription de tout prénom non français sur les actes de naissance, au motif qu'étant des actes de l'état civil, des actes authentiques, ils servent aux relations entre les individus et aussi entre les individus et les administrations. Ils doivent donc être rédigés en français dans un souci de légalité. HDI3. HDI3. En quoi est-ce un prénom ? Pour une étoile, d'accord. Pour un moteur, très bien. Mais pour un enfant, pour un être humain, en ayant cette idée, madame a-t-elle pensé au bien-être de son futur enfant ? Cher public, cher jury, monsieur le président, imaginez-vous, le soir,
Il est l'heure de passer à table, 19h30. Vous êtes assis dans votre cuisine et vous devez appeler votre enfant qui est en haut dans sa chambre pour qu'il descende manger. Et vous criez HDI 3. Imaginez ce même enfant à l'école écrire pour la première fois sur son prénom et devoir écrire HDI 3. Imaginez ses professeurs faisant l'appel le matin et demander HDI 3 Muscadet. Ou encore, imaginez-vous, à votre premier entretien d'embauche de toute votre vie, vous rencontrez votre éventuel futur employeur et vous devez vous présenter sous le nom de HDI 3 Muscadet. Madame, férue d'astronomie, ne pourra nier qu'il existe un nombre considérable de prénoms en rapport avec les étoiles et bien plus harmonieux pour un enfant, comme par exemple Arwen ou Cassiopée. Mais où viendrait-il à l'esprit de nommer votre enfant UDJF 39 54 62 84 ? Et pourtant, il s'agit là bien du nom d'une étoile, la plus vieille jamais observée. La défense alléguera sûrement d'une atteinte au droit sacré au respect de la vie privée et familiale, défendu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen. Afin de pallier au refus de retranscrire ce nom sur les registres de l'état civil. Mais la Cour de cassation, encore une fois, dans un arrêt du 1er octobre 1986, me soutient. Et ne nions pas que le choix du nom relève de la vie privée et familiale, a déclaré que le refus par un officier d'état civil d'inscrire un prénom sur l'acte de naissance, toujours au nom de l'intérêt de l'enfant, ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée, en raison de sa défense légitime du dit intérêt, et au nom de l'équilibre de la société. Je vous demande simplement de ne pas retranscrire ce prénom sur les actes de l'état civil français afin de protéger un enfant. J'en appelle donc à votre bon sens et à votre devoir d'interprétation de la loi afin d'empêcher la transcription d'un tel prénom sur les actes de l'état civil français et protéger un enfant d'une vie future bien peu évidente. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, Madame le procureur de la République, je refuse d'entendre qu'en cette audience, les défenseurs sont la famille Muscadet. Il s'agit également et surtout de déterminer si l'administration a respecté le droit. Ce n'est pas le procès de la famille Muscadet, mais bien un litige entre l'administration et les Muscadet. À cet égard, il convient bien de revenir sur le mécanisme du contrôle du choix du prénom. D'abord, le principe étant que ce contrôle est opéré a posteriori. En effet, l'officier d'état civil n'a aucune compétence à refuser d'inscrire le prénom sur les registres de l'état civil. Sa prérogative dans ce contrôle ne consiste qu'en l'avertissement au procureur de la République. Le droit ne prévoit aucunement, réellement, pour l'officier d'état civil, le refus d'inscrire le prénom au registre. Et je n'invente pas réellement cette règle. Elle a été rappelée dans une circulaire du 28 octobre 2011 du garde des Sceaux, précisément à l'alinéa 82e. C'était une circulaire à destination des magistrats, des juridictions de second degré. Je me permets de le citer puisqu'il rappelle ces mécanismes et vous permettra, messieurs, dames, de déterminer l'agissement illicite de l'officier de l'état civil. S'agissant de la mise en œuvre du principe, l'officier de l'état civil ne dispose plus du pouvoir d'appréciation sur la recevabilité des prénoms qu'il exerçait certes auparavant sous l'autorité du parquet. Il a désormais l'obligation de porter, comme l'a rappelé Madame le procureur, de porter immédiatement sur l'acte de naissance, il a désormais l'obligation de porter immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis par les parents, même si ceux-ci lui apparaissent contraires aux limites posées par le législateur. Il doit toutefois, dans cette hypothèse, informer certes sans attendre le procureur de la République qui, lui, appréciera si les prénoms signalés apparaissent contraires à la loi. Et par-delà, il apparaît alors clair que le refus d'inscrire le prénom choisi par les parents est une faute. Et plus que cela, c'est une négation manifeste de l'état de droit. L'administration s'est permis de s'affranchir du droit, de la légalité,
Et il ne doit être toléré qu'il soit boulonné l'excès infondé et immérité de l'officier. Cette faute constitue une irrégularité et vous devez, messieurs, dames, statuer en conséquence sur nos prétentions. Mais en ce qui concerne la légalité du prénom, nous craignons que cette audience soit le théâtre de l'histrion. Et ça n'a pas manqué. Encore petit rappel de votre procédure à votre attention, magistrats du siège et du parquet. L'usage est qu'une juridiction peut, par un mécanisme que je rappelle bien a posteriori, supprimer le prénom du registre d'état civil. Ce n'ayant même pas été fait. Que voulez-vous faire, madame le procureur? Que voulez-vous demander? Supprimer un prénom du registre des actes de l'état civil? Un prénom qui n'y figure même pas? Vous auriez dû orienter l'action publique à l'encontre de l'officier d'état civil pour vous permettre de contester ce prénom. Le tribunal ne peut accueillir votre demande, madame le procureur de la République. Il ne pourrait supprimer une inscription inexistante sur le registre de l'état civil. Ça n'est pas que les réquisitions sont infondées, c'est qu'elles sont tout simplement irrecevables. Ainsi, si le tribunal souhaite déroger à ces règles de procédure en interdisant a priori l'inscription de ce prénom sur le registre d'état civil, je me dois de revenir sur les règles du choix du prénom. Le prénom doit respecter l'intérêt supérieur de l'enfant, en espèce HDI 3. Ne contrevient même pas à ce principe. Pour rappel, madame le procureur, la Cour de Montpellier n'a pas réellement interdit les prénoms en langue étrangère. La preuve en est là. Merci de ne pas juger, madame le procureur, de l'originalité du prénom. Et il ne s'agit par ailleurs même pas d'une étoile, mais bien d'un astéroïde. Mais ce nom est un héritage familial. Je dirais même que le nom est toujours dépositaire d'une histoire. Une histoire de famille pour qui il a un sens. On pourrait dire de lui, de ce prénom, qu'il est atypique, original, inventé, certes. Mais les juridictions ont cessé de rappeler que l'invention d'un prénom ne saurait l'empêcher d'être inscrit et maintenu sur le registre de l'état civil. C'est pourquoi alors nous demandons, à titre principal, l'inscription à l'état civil du prénom choisi par les parents et que soit engagée la responsabilité pour faute de l'administration et de condamner à des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 € en réparation du préjudice moral et d'anxiété. Et à titre subsidiaire, l'inscription à l'état civil du prénom Heidi, tel qu'orthographié inscrit dans le mémoire, et qu'ils soient engagés la responsabilité sans faute de l'administration et de bien vouloir la condamner à des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 € en réparation du préjudice moral et d'anxiété subséquent. Je vous remercie. Monsieur le juge, mesdames et messieurs les assesseurs, c'est aujourd'hui encore un cas où la sainte liberté de la presse frappe de son épée sanglante la vie confidentielle de quelqu'un, dévoilant au grand public, devant 70 millions de personnes, des secrets inhérents à l'intimité. Voyez-vous, dans un monde où plus que jamais, l'information circule à une vitesse consternante, vraie ou fausse, où les réseaux sociaux sont à leur apogée, la barrière entre la vie publique et la vie privée de chacun est extrêmement maigre. C'est donc un cas assez récurrent qui nous réunit ici en ce jour, cas qui se construit autour de cette petite histoire que je vais vous raconter. Madame Bétanlon, ma cliente, était dirigeante depuis 2004 de la grande société de cosmétiques L'Oréal, société qui fonctionnait bien, visiblement. En effet, ma cliente s'est vue remettre le titre de plus grande fortune de France par le magazine Lutèce Match en 2010. Alors, on pourrait se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais toutes les beautés de celui-ci ont une fin, sans faire d'obscures références à Ronsard, histoire de mignonne rose qui vieillit, en bref, bien trop alambiquée. En effet, Madame Bétanlon se voit affronter son divorce avec son mari Bernard. Divorce difficile. Elle a du mal à remonter la pente. Et la gestion de l'entreprise s'en va malheureusement affectée. Ainsi, un certain nombre d'usines ferment leurs portes et un certain nombre de salariés se voient licenciés. Quelques années plus tard, la société Hachette, société d'édition, fait paraître un livre qui explique, en quelque sorte, le fond de l'affaire. Scandale.
Ma cliente aurait orchestré la faillite de son entreprise en concertation frauduleuse avec une filiale russe qui aurait racheté à très bas prix une société suédoise, complexe, et cette idée lui aurait été soufflée par sa compagne, Rosine Bachelor. Cet ouvrage, écrit par un certain monsieur Loubouquin, fait choc. En plus de révéler l'homosexualité demeurée jusque-là secrète de ma cliente, monsieur Loubouquin, empli de fierté à l'idée de défendre la liberté de la presse et de dévoiler aux yeux de tous un scandale bien caché, fait le tour des plateaux TV expliquant constamment son histoire de travail de toute une vie, de fervent défenseur de la liberté, j'en passe et des meilleurs. Pire, après la découverte du fameux secret quant à la vie affective de ma cliente, ses relations avec son ex-mari se dégradent et, pour couronner le tout, la tarte à l'enclume cachée sous la crème pâtissière, ses enfants lui tournent le dos. Mais tout va bien. Selon monsieur Loubouquin, la révélation de l'homosexualité de madame Bétanlon n'est qu'un dommage collatéral nécessaire à l'information du grand public sur les manigances des fortunes françaises. Il y a donc deux choses à dire sur ce point. Premièrement, ce fameux scandale d'État quant à l'entreprise de ma cliente ne concerne en fait qu'elle-même, ses actionnaires ainsi que la filiale russe. La société suédoise, au pire. Alors je vois déjà l'accusation, chers confrères, me parler avec la hargne populaire des licenciements. Cependant, je tiens à souligner que les licenciements en question sont à considérer comme des licenciements pour motif économique et que tout est détaillé dans l'article L 1233-3 du Code du travail. Il n'est pas là question de savoir si tout a été orchestré par mesdames, il est question de savoir si la disposition qui dit que, par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés, inclut la faillite de l'entreprise susnommée. Ainsi, il s'agit de la vie privée et professionnelle de madame Bétanlon, de ses associés et de ses employés, qui ne sont pas tous membres des grandes fortunes françaises, soit dit en passant, qui seraient, selon monsieur Loubouquin, les pires escrocs de tous les temps à en faire pâlir Madoff. Deuxièmement, il faut bien savoir que la révélation de l'homosexualité de ma cliente lui a porté un véritable préjudice. En effet, même si pour monsieur il ne s'agit qu'un dommage collatéral, nous sommes ici dans un cas où une femme ne peut plus voir ses enfants parce que ceux-ci lui ont tourné le dos. Vous imaginez le sentiment que c'est pour une mère ? J'imagine qu'il y a ici des femmes qui ont des enfants. Mesdames, je vous le demande, quel sentiment vous traverserait si vos enfants vous tournaient le dos, plus aucun contact, plus aucun message, plus un appel, c'est invivable. Alors, peut-on vraiment considérer la révélation de l'homosexualité de ma cliente comme un dommage collatéral ? Ce serait avoir bien peu de cœur et bien peu de considération pour son prochain, aussi véreux et corrompu soit-il. Quand bien même, vous rendez-vous compte de la gravité de ce raisonnement ? Monsieur a osé rabaisser une telle situation à un simple dommage collatéral. C'est d'une violence inouïe. N'a-t-il donc aucun respect pour la vie privée des autres ? C'est ça, défendre la liberté de la presse ? Se servir des secrets privés et bien gardés, même auprès d'une famille, pour assurer la stabilité des relations et la pérennité de celles-ci, et les afficher au grand public qui n'est en somme même pas directement concerné ? Enfin, c'est tout de même évident, lorsque vous achetez vos cosmétiques, vous vous demandez les mœurs et divers agissements de l'entreprise qui produit le savon ou le cosmétique. Moi, lorsque j'achète du savon, je regarde s'il sent bon, je regarde pas si le patron a fait couler la boîte. Enfin, bon. Par ailleurs, monsieur, comme tout le monde, je présume, ferme la porte de chez lui. Ses rideaux, ses volets la nuit. Ses appareils électroniques et son compte bancaire sont protégés par des mots de passe. Comment réagirait-il si quelqu'un dévoilait toute sa vie privée au grand public en expliquant que la révélation de ses secrets sont des dommages collatéraux, tout ça pour montrer qu'il fait des concertations frauduleuses avec des filiales russes ou des sociétés suédoises qui, de par leur nationalité, ne dépendent même pas du droit français. Une question se pose tout de même sur le fond de cette affaire. Est-ce là une quelconque histoire de manigance ou est-ce là l'histoire d'un homme qui à tout prix cherche la gloire ? En effet, M. Loubouquin ne rate pas une seule occasion de passer à la télévision, se vantant de sa grande découverte, et rabâchant sans cesse d'un air mielleux et supérieur son discours sur la liberté de la presse, sur les vices des grandes fortunes françaises. N'avons-nous pas ici le cas d'un homme qui n'a d'intérêt que pour sa petite gloire personnelle, pour son image publique ? Monsieur le juge, mesdames et messieurs les assesseurs, nous savons tous que ma cliente n'est pas un modèle d'honnêteté entrepreneuriale, il est vrai. Vous savez,
Avoir l'air n'est pas être, et paraître, j'entends que le paraître n'est pas vrai. Peut-on vraiment faire confiance aux révélations d'un tel homme, je vous le demande. Cependant, une révélation aussi poussée de sa vie privée n'était peut-être pas spécialement nécessaire, surtout pour dévoiler une quelconque fraude comme il s'en fait tous les jours, y compris dans la politique et dans le journalisme. Ainsi, la Convention européenne des droits de l'homme, dans son article 10, dispose que la révélation de la vie privée d'une personne publique s'inscrit dans le cadre du droit à l'information du public. Cependant, la jurisprudence limite ce droit à l'information du public au fait de l'appartenance de la dite information à un débat d'intérêt général au sein d'une société démocratique. Alors, en quoi le fait que ma cliente préfère les femmes aux hommes est-il un danger pour la pérennité de la nation française ou un danger pour la démocratie ? En quoi les Français sont-ils concernés par les préférences de Madame Bettenlon ? En quoi ces manigances concernent-elles les gens extérieurs à son entreprise ou à sa vie personnelle ? Je tiens à rappeler que selon l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 juillet 2005, on traite, je cite, à l'intérêt général, les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveille son attention ou le préoccupe sensiblement, notamment parce qu'elle concerne le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Je tiens aussi à rappeler que la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 février 2019 dispose que les difficultés d'une entreprise relèvent de la vie privée de la dite entreprise. J'en appelle donc, Monsieur le juge, Mesdames et Messieurs les assesseurs, en vertu de ces deux jurisprudences, à votre bon sens, mais aussi à votre humanité. Nous avons là une mère qui, par la faute d'un homme avide de gloire, a perdu contact avec ses enfants. Et à votre devoir d'interprétation de la loi, comme disposé dans l'article 9 du Code civil. Je vous remercie. Monsieur le juge, Mesdames et Messieurs les assesseurs, Mesdames, Messieurs, vous souvenez-vous du 11 septembre 1848 ? Je me doute bien que non, alors laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Le 11 septembre 1848, Victor Hugo se dresse à l'Assemblée nationale du gouvernement provisoire de la Seconde République dans un discours pour protéger le droit de la presse face à un projet de loi visant à suspendre les journaux. Le combat que je mène aujourd'hui devant vous ressemble beaucoup à celui de Victor Hugo et je vais vous le démontrer. En effet, je me trouve face à vous aujourd'hui non pas seulement pour défendre un homme, mais une liberté. La liberté d'un homme d'être au service de l'intérêt général, d'être au service de la liberté de la presse. En l'espèce, mon client, Monsieur Le Bouquin, est journaliste, fervent défenseur de la veuve et de l'orphelin, de l'opprimé. Celui-ci a pour fer de lance la mise à jour des comportements néfastes des grandes sociétés qui contrôlent notre monde, qui contrôlent nos chers concitoyens. En effet, le naufrage de la société L'Oréal, ayant causé le licenciement d'un certain nombre de personnes, intéressa fortement mon client, Monsieur Le Bouquin. C'est alors que son enquête commença. Tel un Tintin de nos BD ou un Hercule Poirot de nos séries télévisées, il souleva d'une force herculéenne les nombreuses zones d'ombre et de mystère de cette affaire. Il découvrit alors la présence d'une filiale russe qui aurait acheté une société suédoise de cosmétiques pour la revendre à la société de Madame Bettenlon à un prix bien trop élevé, ruinant ainsi les actionnaires de celle-ci et causant la crise qui a touché nos chers concitoyens. Cependant, comment relier les deux acteurs de cette conspiration ? Eh bien, la goutte d'eau qui fait déborder le vase fut découverte lors d'un voyage en Russie. Ainsi, notre inspecteur eut un éclair de génie et aurait eu vent de la révélation suivante. C'est alors Rosine Bachelor, femme du patron de la filiale russe au moment des faits, qui aurait soufflé ce stratagème à Madame Bettencourt. Mais pourquoi cela ? Mais parce qu'elle s'aime. Ainsi, la question à laquelle je vous emmène à réfléchir de par ma plaidoirie sera la suivante. La divulgation de l'homosexualité de Madame Bettenlon est-elle légitime au regard des révélations de l'article de Monsieur Le Bouquin ? Ainsi, je vais tout d'abord vous démontrer que l'intérêt des divulgations de cette manipulation financière est légitime par le droit de la presse et que l'homosexualité dévoilée de Madame Bettenlon s'inscrit dans un contexte pour nourrir le débat général et serait donc légitime. Ainsi, mesdames et messieurs, comme vous le savez sûrement, la liberté de la presse a longtemps été
persécutés, bâillonnés, ligotés dans l'histoire de notre pays pendant la monarchie, la Restauration, la Seconde République, l'Empire, et il y a peu, sous le régime de Vichy. Mais au fond de nous, celle-ci est restée intacte malgré ses souffrances. Alors, un État dans lequel cette liberté n'est pas accomplie n'est pas une démocratie. Messieurs, dames, je vous le demande, vivons-nous actuellement dans une démocratie? Je répondrai que oui. Comme l'a dit mon cher ami Maillet, nous avons nos lois. Nous avons des lois qui assurent la liberté de la vie privée. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du Code civil. Nous avons en parallèle la liberté de la presse, qui est assurée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Or, un problème se pose. En raison de leur nature, ces droits sont mis en concurrence, et notre procès le prouve bien. On pourra alors se demander laquelle de ces deux libertés est la plus prépondérante. La réponse est aucune. C'est ainsi que la première chambre civile de la Cour de cassation se prononce le 23 avril 2003 sur une solution à ce problème. Et elle nous dit alors qu'il revient au juge de dégager un équilibre entre ces deux droits antagonistes, qui ne sont ni absolus ni hiérarchisés, étant d'égale valeur dans une société démocratique. C'est dans ce contexte qu'intervient cette notion d'intérêt général. L'intérêt général qui, quand il est légitime, permet l'ingérence du droit de la presse dans la vie privée d'une personne publique. Et voilà donc la pièce maîtresse de ma démonstration, l'intérêt général. La jurisprudence alors définit l'intérêt général par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2005. L'intérêt général alors se rapporte aux questions qui touchent le public, notamment à ce qu'elles nourrissent le bien-être des citoyens et la vie en collectivité. En l'espèce, l'escroquerie financière a eu un impact fort sur notre société. De nombreuses usines enfermées, des personnes ont perdu leur emploi, d'autres se sont retrouvées à la rue. Il est donc du devoir de la presse de démontrer les raisons de cette descente aux enfers de certaines familles. Et c'est ainsi que s'inscrit la démarche du journaliste que je défends. La Cour de cassation s'est prononcée dans un arrêt du 9 juillet 2003 qu'il revient au juge de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Ainsi, ne pensez-vous pas qu'il est légitime pour ces personnes de savoir quelles sont les raisons de leur naufrage dans les eaux tumultueuses de la société L'Oréal? Ces personnes ayant souffert par la décision de la dirigeante de la société, ne pensez-vous pas que l'intérêt général ici est plus légitime que la liberté de la vie privée de Madame Bettenlon? En l'espèce, Madame Bettenlon est une personne publique. Elle dirige une immense société, comme l'a dit Monsieur Maillet. Donc révéler des informations de sa vie privée lorsque celles-ci nourrissent le débat public est légitime. Mon client, mesdames et messieurs, se met au service de la société en se dévouant par ses écrits. Mon client, mesdames et messieurs, est un cri-cri. Terme populaire pour désigner le grillon colle parfaitement à mon client. En effet, le cri-cri de la crique crie son cri cru et critique car il ne craint que l'escroc ne le croque et ne le craque. Par ses écrits, mon client critique les dirigeants de notre monde, de notre économie, de nos emplois. Il est alors légitime de crier à celui-ci les crises causées par ces escrocs et de faire croquer la vérité aux croyants de la démocratie. Et de ce fait, le droit ne peut empêcher mon client d'user de son droit à informer le public et donc à la presse de rester libre, lorsque celle-ci nourrit le débat public, bien entendu. Alors, messieurs, dames, trêve de mondanité. Après cette base que je viens de vous poser, rentrons dans le vif du sujet. La révélation de l'homosexualité de Madame Bettenlon est légitime, car celle-ci permet de saisir toute l'essence des divulgations, toute l'essence de l'article. Ce moteur, alors en marche, permettrait de légitimer l'article dans son entièreté et rentre alors dans la nécessité du débat général que je vous ai exposé précédemment. L'on ne juge pas un livre à sa couverture. Ne jugeons pas alors l'article de Monsieur Le Bouquin à la seule mention de la sexualité de Madame Bettenlon, mais jugeons-le dans sa globalité. C'est l'amour de Rosine Bachelor et de Madame Bettenlon qui a conduit le navire L'Oréal à couler. C'est l'amour de ces deux personnes qui ont décidé de prendre l'argent tel Bonnie and Clyde et de s'enfuir vivre leur amour. Car oui, messieurs, dames, ils ont pris l'argent. Le plan était simple, faire vendre à un prix élevé une société suédoise à la société L'Oréal, afin que le mari de Rosine Bachelor, alors dirigeant de la société de la filiale russe, embauche les deniers.
empoche les deniers. Rosine, ainsi, divorce avec son mari et récupère l'argent de cette manière. Cette filouterie semblait parfaite, jusqu'à la découverte de ce stratagème de la part de mon client. Mon client, contrairement à ce que me dit M. Maillet, n'est pas de mauvaise foi. Il utilise certes le terme de dommage collatéral, mais ce sans point de vue péjoratif. Mon client a sincèrement été touché par le chagrin de Madame Bétanlon, mais il a été encore plus vis-à-vis des familles brisées et bouleversées par ces manigances économiques. De plus, je tiens à rappeler que Madame Bétanlon n'a pas démenti l'intérêt de la presse à dévoiler son stratagème financier, que la seule chose qui la tracasse, c'est la révélation de l'homosexualité. Mais elle est légitime, comme je viens de vous le démontrer. Messieurs, dames, l'article litigieux est légitime par le droit de la presse et l'intérêt général. Or, la mention de l'homosexualité de Madame Bétanlon s'inscrit dans ce débat. Elle permet de mieux le cerner, de mieux le comprendre dans un contexte général. Donc, mesdames, messieurs, mon client et le journal sont dans leur droit, cela coule de source. Ainsi, nous rejetons toutes les accusations de Maître Maillet et de sa cliente Madame Bétanlon, et nous demandons alors de condamner Madame Bétanlon aux entiers frais et dépens de 1 euro symbolique pour préjudice subi par mon client quant à sa réputation tombée en disgrâce, au titre de l'article 1240 du Code civil, par la suite, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. J'aimerais terminer par ces mots de Victor Hugo. « Sonnez, sonnez, clairon de la pensée ». Voilà ce que Victor Hugo disait de la poésie. « Sonnez, sonnez, clairon de la pensée ». Voilà ce que je dis au droit de la presse pour rester libre et éclairé. « 94 000. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs. 94 000. Non, ce n'est pas le nombre de 49.3 pris par Madame la Première ministre pour faire passer la loi de finances 2023. Cela recouvre une autre réalité. Au cours d'une année, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans victimes de viol ou de tentatives de viol est de 94 000. Kelly fait partie de l'une d'entre elles, à quelque chose près. Ce n'est pas une femme, mais une gamine. Une gamine de 14 ans qui a eu le courage de dénoncer les faits qu'elle a subis, nécessitant le déclenchement de l'action publique. Les faits subis par Kelly sont terribles, terribles pour Kelly, terribles pour la société tout entière. Alors Kelly vit avec son temps. YouTube, Instagram, TikTok, elle est influenceuse. Elle partage sur ses réseaux sociaux son quotidien d'adolescente passionnée de surf. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'elle a fait la connaissance de monsieur Vivien Chez-moi, un homme de 19 ans avec qui la jeune fille communiquait via ses réseaux sociaux. Après 6 mois d'échanges, c'est à l'initiative de monsieur qu'ils ont organisé leur première rencontre. Ce dernier, connaissant parfaitement la passion de la jeune collégienne pour le surf, il a proposé de l'emmener surfer cet après-midi du 15 septembre 2019. Kelly pensait que c'est cette passion autour du surf qui les a poussés à se rencontrer, du moins, c'est ce qu'elle croyait. En effet, ce n'est que pour surfer qu'elle s'est rendue cet après-midi-là à Plouarmel. Jusque-là, rien d'alarmant, rien d'inquiétant. Oui, mais voilà. Une fois sortis de l'eau, ils ont regagné le véhicule de monsieur Chez-moi pour se changer. Et c'est ce moment-là qu'a choisi l'homme pour sortir de la boîte à gants un tube de lubrifiant et proposer à la jeune fille de 14 ans qu'il avait en face de lui un rapport sexuel. Kelly a refusé de manière catégorique. Elle pensait qu'entre eux, c'était une relation purement amicale. Mesdames et messieurs, lorsque la personne que vous avez en face de vous vous dit non, c'est non. Si monsieur Chez-moi avait réussi à comprendre cette notion et ce sens du non, qui pourtant n'est pas compliqué, nous n'en serions pas là aujourd'hui. En effet, malgré le refus formel de Kelly, monsieur n'abandonna pas et insista
Cet homme plaqua la jeune fille contre le siège de son véhicule alors qu'elle se débattait comme elle le pouvait, sous le poids de cette brute. Lorsque Kelly parvint enfin à s'échapper, la nuit était tombée, les autres surfeurs étaient partis, il n'y avait plus personne pour venir en aide à cet enfant qui était la proie d'un animal. L'homme ne prit en aucun cas conscience de la gravité de ses actes, ne ressentit pas le moindre sentiment de culpabilité, loin de là. Il menaça Kelly de l'abandonner seule en pleine nuit si elle n'acceptait pas d'avoir un rapport sexuel avec lui. Ce soir-là, Kelly fut sauvée des griffes de cet homme par une voiture qui passait par hasard par là. Imaginez que cette voiture ne soit pas là au bon moment, au bon endroit. Dieu seul sait ce qui aurait pu se passer. Monsieur le Président, cet homme était prêt à passer à l'acte, sans hésiter une seule seconde. Cet homme était prêt, il était prêt à violer cette adolescente de 14 ans. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vous condamnerez Monsieur chez moi, car la société que je représente aujourd'hui ne peut tolérer qu'un tel comportement reste impuni. Vous le condamnerez pour tentative de viol, avec pour circonstance aggravante l'âge de la victime qui était une mineure de moins de 15 ans. Pour caractériser le viol, la loi est très claire. Il faut une pénétration sexuelle commise par violence, menace, contrainte ou surprise. Il ressort très clairement des faits de l'espèce que l'intention de cet homme était d'avoir un rapport sexuel avec pénétration, qui, sans le consentement de son partenaire, devient un viol. Lequel d'entre vous, mesdames et messieurs, se promène avec du lubrifiant dans sa boîte à gants? En général, dans une boîte à gants, vous trouverez des mouchoirs, du gel hydroalcoolique, la carte grise, du lubrifiant. À moins que vous ayez prévu de gâter votre partenaire consentant, vous m'accordez que personne n'a de lubrifiant dans sa boîte à gants. Ainsi, la présence de ce lubrifiant dans la boîte à gants de cet homme démontre clairement ses intentions sexuelles. En effet, le lubrifiant, à quoi ça sert? Je ne vous fais pas de dessin, à faciliter la pénétration sexuelle lors d'un rapport sexuel. Donc, cet homme avait l'intention d'accomplir une quelconque pénétration sur Kelly. Ce n'est pas tout. Pour caractériser le viol, il faut une contrainte. En plaquant la jeune fille contre le siège du véhicule, cet homme n'a-t-il pas exercé une contrainte? Pour caractériser le viol, il faut une menace. Je cite, « Soit tu couches avec moi, soit je te laisse ici, toute seule. » N'est-ce pas une menace? Par conséquent, la tentative de viol est clairement identifiée. Il y a la volonté de réaliser une pénétration sexuelle commise par contrainte et par menace. Alors, dans un instant, la défense va sûrement plaider que la collégienne aurait peut-être aguiché cet homme, peut-être avec des messages ou des sous-entendus, qui sait. Cependant, la loi du 21 avril visant à protéger les mineurs contre les crimes et délits sexuels est formelle. La question du consentement de l'enfant ne se pose pas en dessous de l'âge de 15 ans. Or, rappelons-le à nouveau, au cas où vous l'auriez oublié, comme monsieur chez moi, au moment des faits, Kelly n'avait que 14 ans. Alors, la défense dira peut-être que monsieur ignorait l'âge de Kelly. Cependant, la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu dans un arrêt du 31 mars 2004 que c'est à l'auteur de l'acte de s'assurer de la majorité de son partenaire. Par conséquent, en aucun cas Kelly n'aurait pu consentir à un quelconque acte de nature sexuelle avec cet homme de 5 ans, son aîné. La loi est à nouveau très claire. Nous ne sommes pas dans le cadre de la clause dite Roméo et Juliette concernant les amours adolescentes. Il y a bien 5 ans de différence entre monsieur chez moi et Kelly. Donc, au regard de la loi pénale, aucun consentement n'est possible de la part de celle-ci.
Alors la défense ira peut-être jusqu'à même nier la véracité des faits. Mais s'ils étaient faux, comment se fait-il que l'expert médical ait retenu dans son rapport que cette adolescente épanouie était en état de choc? Aujourd'hui, nous avons tendance à négliger la valeur des mots. Nous en remplaçons un par un autre. Nous n'utilisons pas les termes idoines et par conséquence, des mots forts comme choc deviennent presque banals. Personne n'a de choc psychologique, à moins, comme Kelly, de s'être vu imposer un acte nauséabond qui ne peut être que choquant. Le commencement d'exécution ayant été caractérisé plus tôt dans mes réquisitions, et en l'absence de désistement volontaire de la part de monsieur Vivien chez moi, l'infraction est totalement caractérisée. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, je demande la condamnation de monsieur chez moi sur le fondement de l'article 222-23 du Code pénal pour tentative de viol sur mineur de moins de 15 ans. Je requiers contre cet homme, sur le fondement de l'article 222-24 du Code pénal, la peine de 10 ans de réclusion criminelle avec 5 ans de peine de sûreté. Madame, Messieurs, les jurés, Monsieur le Président, bonjour. Vous rappelez-vous de Candide ou l'optimisme, ce roman initiatique où nous suivons Candide et son maître Pangloss, praticien de la nigologie, qui pense que tout est au mieux dans le meilleur des mondes. En somme, qu'il n'y a aucun mal sur terre. Aujourd'hui, nous avons trouvé son disciple, un autre nigologue, Monsieur Rufus Verdebois, qui considère que frapper son fils, Olive, est le meilleur pour ce monde. En l'espèce, Olive avait des hématomes et des cicatrices sur la tête, le visage, la nuque, les épaules, mais aussi des lésions dentaires et des traces de torsion des avant-bras. Cette violence, il la subissait dans le seul endroit où un enfant devrait se sentir en sécurité, dans son foyer familial. Heureusement, cette funeste tragédie prit fin le lendemain de ses 7 ans. Comme tous les jeudis, son père Rufus l'emmena à l'école. Et il subissait encore une énième réprimande, suivie d'une gifle devant le portail. Mais heureusement, l'enseignante, sa professeure de CE1, arracha l'enfant de cette violence pour le mettre à l'abri dans une classe. L'enfant, dans un mélange de sanglots, avoua à Madame Candy que c'était quelque chose d'habituel. Bien entendu, elle fit un signalement au service de police à la suite d'une enquête de l'assistante sociale suivie d'une expertise médicale par un légiste. Il fut constaté qu'Olive faisait l'objet de violences répétées. Le père, pour sa part, ne nie pas les faits. Il considère même que c'est quelque chose de normal, l'ayant lui-même vécu. De plus, la mère d'Olive fait des déclarations contradictoires. D'une part, l'enfant recevait des réprimandes physiques par son père. D'autre part, l'enfant se blessait parce qu'il était hyperactif. Madame, Messieurs, la violence envers les enfants, dans ou en dehors de la famille, elle a toujours existé. Elle est même qualifiée de phénomène social vieux comme le monde par les pédopsychiatres. Cependant, affirmer que c'est un fait générique n'impose pas que c'est automatique. Ce n'est pas un antibiotique. Dire que la violence est superficielle et que de toute façon elle fait partie intrinsèque de l'État parce que l'État détient le monopole de la violence légitime ne justifie en rien les faits qui se tiennent devant nous. Le relativisme est ici l'ennemi à pourfendre. Il rend tolérable l'intolérable. Il qualifie le mal de normal et le bien de banal. Notre rôle est de dire à cet enfant que ce qu'il a vécu n'est pas normal, que le fait d'être frappé n'est pas banal et de garantir que de tels actes ne deviennent pas tolérables. Ainsi, nous devons répondre à la fameuse question à 1 million d'euros.
Qui a fait quoi? Et est-ce grave? Dans un premier temps, nous nous attacherons au témoignage de la mère, puis à la situation du père. Tout d'abord, Madame Verdebois a fait 2 déclarations. D'une part, son enfant se fait mal parce qu'il est hyperactif. D'autre part, il a été traumatisé par Madame Candy, son institutrice. Premièrement, l'hyperactivité de l'enfant expliquerait les raisons de ses contusions, car il se blesse en jouant, et cela entraînerait des tensions au sein de la famille, d'où les brimades. Alors là, veuillez m'excuser, mais l'hyperactivité a bon dos. Il y a 2 causes majeures à l'hyperactivité, la génétique et les circonstances. Et c'est assez ironique, parce que les violences intrafamiliales sont une cause majeure d'hyperactivité. De plus, les allégations de la mère ne sont nullement corroborées par le légiste. Deuxièmement, l'enfant aurait été traumatisé par l'institutrice. Alors là, c'est le comble de l'hypocrisie. L'enfant pleurait et s'étouffait dans ses sanglots à la suite des propos de son père et de sa gifle. Et bien sûr, lorsqu'il était en sécurité dans sa salle de classe, les barrières se sont effondrées, son stress s'est relâché et son anxiété s'est libérée. Il a pleuré. L'enfant ne ronge pas ses ongles jusqu'au sang à cause de l'action de la maîtresse, mais en raison d'un traumatisme bien plus profond. La maîtresse ici est une femme qui a agi en héroïne. Elle a sauvé un enfant. Mais en somme, les affirmations de la mère sont un peu à l'image de tous ses propos, incohérents. Elle affirme et réfute les mêmes faits dans la seconde, à croire qu'elle est hyperactive ou atteinte d'une pathologie psychiatrique, si j'utilise sa logique. Cependant, contrairement à elle, nous ne tomberons pas dans des affirmations sibyllines. Nous pouvons seulement affirmer que Madame, étant la compagne de Monsieur, a assisté aux violences et a participé par son inaction. Ensuite, Monsieur Rufus, notre nigologue, qui, dans sa sagesse, considère que les réprimandes et violences sont nécessaires et adaptées pour l'éducation d'un enfant de moins de 7 ans. Mais qu'est-ce qu'éduquer, mesdames, messieurs? Pour Platon, c'est désirer que la personne ne soit plus ce qu'elle est à l'instant présent, qu'elle apprenne, qu'elle découvre. Ah, mais pour Monsieur Rufus, l'éducation, c'est apprendre les couleurs. Grâce aux hématomes et aux cicatrices, il connaît le bleu, le blanc, le rouge et même les nuances de carmin. Ou encore les sciences. 5 claques au visage, 2 torsions des avant-bras, 1 coup de poing dans la mâchoire. Avec ça, il connaît son anatomie et ses nombres. Mais arrêtons le cynisme ici. Nous parlons d'un enfant de 7 ans. C'est un être en devenir. Il court, il rigole, il se trompe. C'est ça l'enfance. Des successions d'événements, de moments qui forgent notre caractère. Monsieur qui se tient sur le banc des accusés en a une autre conception. Pour lui, l'enfance, c'est l'enfant parfait, qui ne rigole pas, qui ne se trompe pas. En somme, l'enfant doit être un simple objet qui se tient dans un coin et dont on dispose à notre gré. Cet objet, il lui tord le bras. Il lui fait des hématomes avec ses mains ou par d'autres moyens. Monsieur est un tortionnaire. Ce qui m'inquiète, c'est que les violences constatées par le légiste ne peuvent avoir été causées par la simple utilisation d'une paume de main, et encore moins par une simple chute. Des cicatrices au crâne, au cou et aux avant-bras, c'est la marque d'abus violents et répétés, ce qui d'ailleurs est affirmé par le médecin légiste. De tels actes inconcevables interrogent, surtout pour les parents. Monsieur est-il fou ou malade? C'est une question légitime. Il ne se rend pas compte de la violence qu'il exerce sur son fils. Il trouve ça normal. Monsieur Rufus a sa mère d'interner en hôpital psychiatrique. Son père le battait aussi, avant qu'il soit placé en famille d'accueil. Ainsi, il aurait reproduit ce qu'il a vécu durant sa plus tendre enfance. Monsieur serait atteint d'une forme de maladie chronique. Cependant, la médecine psychiatrique démontre le contraire. Il y a une forme de banalité du mal, si l'on reprend les termes d'Hannah Arendt. Celui qui exerce la violence le souhaite et trouve une légitimité pour son action dans une sainte raison. Cet homme, à mes yeux, n'est pas un fou ni un monstre.
C'est un homme qui a fait le choix de battre son enfant tout en considérant qu'il faisait ça pour le bénéfice de son fils, pour son éducation. Monsieur est un fonctionnaire de la violence qui obéit à un intérêt corrompu. La violence qu'il a fait subir à son enfant n'est pas une simple cicatrice qui guérira avec le temps. Il l'a marqué au fer rouge. Sa psyché est traumatisée. Le contact humain le rebute, il en fait des cauchemars la nuit, et je ne serais même pas surpris qu'il fasse des tentatives de suicide dans le futur à cause de ces simples souvenirs. Madame, Messieurs, où est le père de famille, le protecteur? Cet enfant n'en a pas eu. Il a vécu avec un tyran qui le privait de la liberté de vivre pendant des mois. Il a vécu dans une cage. Devons-nous ignorer l'innommable? Devons-nous modérer notre action? Non. La réparation de cette souffrance, aussi bien physique que psychique, doit être intégrale. Ainsi, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, nous vous demandons à titre principal 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende conformément à l'article 222-13 du Code pénal pour monsieur, eu égard les violences exercées sur un mineur de moins de 15 ans. À titre subsidiaire, 3 ans d'emprisonnement avec 1 an de sursis et 35 000 € d'amende, conformément à l'article 434-3 du Code pénal, pour madame, eu égard le défaut d'information sur des mauvais traitements infligés sur un mineur de moins de 15 ans. Mesdames, Messieurs, cet enfant n'avait que 7 ans. Merci. Rufus a une enfance plus que difficile. Sa mère a été internée en hôpital psychiatrique à l'âge de 7 ans. Et son père n'était pas présent. Rufus manque alors d'une chose essentielle pour être épanoui en tant qu'enfant. L'amour de 2 parents. On pourrait dire alors que lorsque son père était là, tout allait bien. La réalité est tout autre. Son père est sévère et se montre à plusieurs égards très violent avec lui. Le juge des enfants prend alors une décision. Il place le petit Rufus en famille familiale, en famille d'accueil. Une famille qui n'était absolument pas qualifiée pour prendre en charge Rufus, alors en manque d'affection. Il se renferme et aura, tout au long de sa vie, cette plaie. Il rencontre Cindy, avec qui il gagne enfin confiance en lui. Et surtout, il gagne l'amour de quelqu'un. Il commence à imaginer plus. Et Olive arrive 1 an plus tard. Rufus se montre tout de suite très présent pour Olive. Il veut être un bon père. Il passe beaucoup de temps autour de la passion qu'il partage, le rugby. Il l'emmène à l'école, au cinéma. Il veut donner à Olive ce que lui n'a pas eu durant son enfance. Le problème, Rufus n'est pas soigné de sa blessure. Il reproduit inconsciemment ce que son père lui a fait subir. Il commet l'inacceptable. Il gifle son fils. Il ne le fait pas sciemment, il le fait inconsciemment. Je tiens à remercier le travail formidable de cette institutrice qui prend très à cœur son rôle. Trop peu d'enfants dans la situation d'Olive sont signalés. Certaines violences telles que les gifles ou les fessées sont encore trop banalisées. Qui n'a jamais entendu cette phrase ? Une bonne fessée n'a jamais fait de mal à personne. Sans cette loi du 10 juillet 2019, Rufus n'aurait pas pris conscience des actes qu'il est en train de commettre sur son fils. Qu'il est en train de reproduire la violence qu'il a subie durant son enfance. N'imaginez pas le désarroi dans lequel il plonge. Lui qui souhaite juste aller de l'avant avec sa femme et ses 2 gosses. Le passé le ramène à la réalité. Alors oui, Rufus est coupable. Il doit être condamné car une gifle sur un enfant est tout simplement inacceptable.
Mais n'est-ce pas à cause de la justice? Une justice qui condamne les violences sur mineurs seulement depuis 2019, alors que celles-ci ont traversé les millénaires. Une justice qui, à l'époque où Rufus les subissait, ne les réprimait pas. Oui, c'est intolérable, mais ça a été longtemps toléré. Vous, en tant que parents, n'avez-vous jamais vu vos parents parler dans vos propres paroles? Imaginez alors pour un homme qui a subi des violences et qui n'a pas eu la chance de se soigner de son enfance douloureuse. Il se rend compte, grâce à cette institutrice, qu'il n'est pas si solide que ça et qu'il faudra plus pour aller de l'avant. Mais permettez-moi d'émettre le doute. Le témoignage rendu par Olive, qui souligne que ces violences sont répétées au sein du foyer familial, il n'est jamais arrivé qu'un enfant sous la pression d'un adulte mente. Dans une célèbre affaire, l'affaire d'Outreau, lorsque les enfants de Myriam Bandawi ont accusé des innocents pour viol, vous les avez crus aussi, non? Ces traces sur le corps d'Olive, elles peuvent parfaitement correspondre à des blessures liées à son sport, le rugby. Le rugby est un sport parfois violent, de contact. Et vu la relation qu'entretient Olive avec son père, on peut très bien imaginer qu'Olive veut rendre fier son père en ne ménageant pas ses efforts durant les matchs et entraînements. La mère d'Olive le qualifie d'hyperactif. Il n'a pas peur de se faire mal, il n'a que 7 ans. Il apprend. Un enfant de 7 ans n'a-t-il jamais de bleu? Cindy affirme que Rufus ne s'est jamais montré violent. Sa propre mère, un lien si unique qui lie mère et enfant. Quelle mère accepterait de voir son enfant subir de telles violences? Alors, si Rufus est sur le banc des accusés aujourd'hui, pourquoi sa mère ne l'est pas non plus? Il y a un réel problème de cohérence. Soit vous croyez la mère, et alors Rufus ne doit pas être condamné, soit vous ne croyez pas la mère, et alors celle-ci est complice. Elle doit être jugée pour non-assistance de personnes en danger. Je crois que dans le fond, si mademoiselle Candy ne fait pas partie des accusés, c'est que vous avez un doute. Que vos preuves ne sont pas suffisamment tangibles pour accuser la mère. Alors pourquoi ces preuves le seraient pour Rufus Verdebois? Le doute profite à l'accusé. In dubio pro reo. Olive ne doit pas souffrir encore de cette situation. Il a suffisamment souffert comme ça. Ne l'envoyez pas en famille d'accueil. Cela paraîtra comme une punition pour le petit Olive. Les places manquent cruellement. Il finira par être placé en foyer où près de 25% terminent sans domicile fixe à l'âge adulte. Rufus, dans des conditions plus que difficiles, a su construire sa famille, auquel il tient plus que tout. Il le dit dans ces mots, « Je veux oublier pour réussir à aller de l'avant avec ma femme et mes 2 gosses. » Il y a de l'espoir dans cet homme, pour qu'il arrête d'être violent avec lui. Il faut, sur le fondement de l'article 132-45 du Code pénal, une obligation de soins pour Rufus. Il faut une thérapie familiale pour soigner cette famille, mais aussi pour qu'on donne enfin la chance à Rufus
de devenir le bon père qu'il souhaite fondamentalement être. Il est dévasté d'échouer dans sa mission pour l'instant. Ne privons pas le lien qu'Olive entretient avec son père. Il va n'être que plus malheureux. Il faut qu'une assistante sociale vienne vérifier régulièrement si Rufus ne se montre pas encore violent avec Olive. Il faut briser le cercle vicieux pour enfin rentrer dans un cercle vertueux. Il faut pour Olive un père capable d'accompagner son fils sans avoir recours à la violence. Alors en votre âme et conscience, vous sentez-vous capable de briser une famille sur des simples présomptions de violence qui peuvent avoir d'autres explications que des violences intrafamiliales? Je vous remercie. Vu, hors sujet, vu, 8 peut mieux faire. Vu, développer davantage, problématique un peu trop large, intéressant, 13 peut mieux faire. Cela vous évoque quelque chose, n'est-ce pas? Ces enseignants qui poussent à faire mieux. Certains diront que c'est bien, que ce peut mieux faire est une invitation, un encouragement à faire mieux. Mais ne vaudrait-il pas mieux dire que c'est bien quand c'est bien? Et évoquer éventuellement les aspects à améliorer. Un très bien, très pertinent, bien argumenté, soufflé à plein poumon pour un 15. C'est bien, c'est sympa, mais est-ce vraiment profitable? D'autres diront que c'est parce que l'enseignant est content. Alors, il valorise la copie par ses compliments, mais qu'il est souhaitable de mieux faire, encore et encore. Alors la question s'est posée, que faut-il faire pour un 18, 19 ou encore un 20? Un enseignant m'a répondu, je cite, « Je me vois mal mettre 18 et encore moins 20. Un docteur en droit pourrait éventuellement avoir une telle note. » Fin de la citation. C'est bien, mais il est toujours possible de faire mieux, en ai-je déduit. Alors certes, la copie parfaite n'existe pas. Il est somme toute toujours possible de faire mieux. Mais faut-il forcément toujours y pousser? N'est-il pas possible de juste dire que c'est bien quand c'est bien? J'ai donc testé cette philosophie de pousser vers le mieux. J'ai demandé au petit frère d'un ami de se soumettre à une expérience. Bien évidemment, je ne lui ai pas dit qu'il était le sujet de l'expérience, parce que, comme tout bon cobaye, il est bien mieux dans l'ignorance. Étant en 3e, je lui ai proposé de faire en 3 heures un sujet d'histoire. Le sujet est « Charles de Gaulle est-il l'essence de la résistance ?» 3 heures après, le petit frère de mon ami vient me voir sourire aux lèvres, me donne sa copie que je prends, que je pose, que j'inspecte, et je lui fais donc un compte-rendu. Copie pas mal, même plutôt bien, sujet bien traité et argumenté. J'ai mis 13. Et oui, 13. Alors avec stupeur, il me demande, mais pourquoi cette note avec tous ces compliments? Eh bien, naturellement, je lui répondis, peut mieux faire. En ajoutant qu'un terminal aurait fait mieux. Et en 1 heure en plus. Bon, autant vous dire qu'il m'a répondu quelque chose qui signifiait, en résumé, va donc rendre visite à ta maman, et ce, en bien plus vulgaire. Un peu choqué de cette phrase, je ne lui en ai pas tenu rigueur. En effet, j'ai considéré que ce jeune, dans la compréhension, était poussé par sa fougue adolescence et les pulsions de la jeunesse. Il y a une chose à comprendre, mesdames et messieurs. Cette expérience témoigne une chose, que pousser vers le mieux n'est pas le mieux à faire. En d'autres termes, le mieux est l'ennemi du bien, le pire ennemi du bien même. Et les exemples sont généreux. On en trouve à profusion dans l'histoire de notre monde. Les grands penseurs l'ont affirmé de tout temps.
Montesquieu, par exemple, inscrit la formule suivante dans ses pensées. Le mieux est le mortel ennemi du bien. Cela signifie qu'à force de chercher la perfection, on se décale du but initial. Ou encore qu'on peut détruire quelque chose de bien en voulant le rendre meilleur. En cherchant le mieux, on devient obsédé par la perfection et on se détourne de l'acceptation du bien. La démarche d'aller vers le mieux est différente de celle d'aller vers le bien. Et bien souvent, la démarche d'aller vers le mieux est indifférente de la notion de bien. Icare est l'illustration originelle, un enseignement en la matière. Oui, car le rêve d'Icare, à trop vouloir s'approcher du soleil, de la perfection, s'en est brûlé les ailes et a tout perdu. D'autres exemples sont plus sombres, plus noirs et démontrent bien qu'il ne faut pas tendre vers le meilleur. Car le meilleur, ce mieux, c'est l'ennemi du bien des hommes. Prenons le cas du nazisme. Un homme épris d'une idéologie raciale a semé la mort. Cet homme pensait que la race aryenne était la meilleure des races, une race au-dessus des autres. En glorifiant le peuple allemand comme appartenant à cette race aryenne, il en a dénigré les juifs, les tziganes, les noirs, les handicapés, les homosexuels. C'était pour cet homme le mieux pour le monde, que son peuple, le meilleur des peuples, domine le monde. Il pensait que c'était le mieux à un point tel qu'il en a perdu la raison du bien. Il n'a fait que du mal, beaucoup de mal. Il souhaite tendre vers le meilleur de sa conviction, mais ce mieux n'était pas le bien. Et ce mieux l'a conduit vers le mal d'un siècle. Ainsi, mesdames et messieurs, à vouloir faire le mieux, on entraîne notre âme vers un tréfonds, bien sombre. Regardez encore les terroristes, encore un autre exemple qui démontre que le mieux n'est pas la meilleure chose à faire. Ces terroristes qui considèrent que leur idéologie est la meilleure des idéologies perpétuent des actes horribles, massacres, enlèvements, tortures. Avoir l'objectif de faire le mieux pour soi, pour les autres, ne doit pas se faire au prix de tous les sacrifices. L'ambition de faire le bien est la seule qui compte, comme le dit très bien Robert Baden-Powell. Bien. Cela dit, il convient de dire que ce ne sont pas ces seuls exemples qui tendent à dire que le pire ennemi de l'homme, du bien, est le mieux. Nous allons prendre un exemple qui nous touche tous ici présents. Enfin, si vous êtes nés après 1961. Oui, je parle bien de la réforme des retraites. Cette réforme que les politiques crient depuis des semaines comme une réforme plus juste, plus égale, obligatoire pour sauver un système en perdition. Ils souhaitent faire mieux que l'ancienne, faire mieux pour les Français, faire mieux pour le futur. Pourtant, la France crie quant à elle qu'elle n'est pas bien, cette réforme. Travailler plus pour gagner plus en fin de vie professionnelle, cela semble cohérent jusqu'à présent. Bien, éventuellement. Mais est-ce bien juste, cette réforme criée comme mieux ? La France ne semble pas, quant à elle, trouver que c'est bien pour elle. Et qui est mieux placé pour choisir ce qui est bien pour soi ? Je vous le donne en mille, les Français. Alors beaucoup diront que ce sont des têtes pensantes, les mieux placées pour décider, car elles ont étudié. Mais oui, c'est vrai après tout. Ce sont tout de même des énarques, des épiens. Ce sont les plus à même de décider, les seuls à pouvoir faire des arnaques, des remarques. Regardez les sénateurs qui défendent ce projet. Ils sont pourtant dans la globalité contre appliquer ce mieux à leur retraite, car ils pensent que ce n'est pas bien pour eux, car leur caisse de retraite est autosuffisante, paraît-il. Dès lors, un constat. Ces politiques veulent faire le mieux pour la France, qui n'est pas vraiment un bien selon les Français. Et ils ne veulent pas appliquer ce mieux pour eux, car ils ne pensent pas que c'est bien. Le mieux ne doit pas obliger, car le mieux n'est pas toujours bien. Prenons un autre exemple. L'eugénisme. Cette possibilité pour des parents de choisir avant la naissance de leur enfant la couleur de leurs cheveux ou de leurs yeux. Cette possibilité pour ces parents de décider d'avoir un enfant blond aux yeux bleus. Mais ça rappelle le nazisme. Le mieux est le pire ennemi du bien, car le mieux résonne comme un objectif particulier, alors que le bien est une notion universelle au monde entier.
Marc Aurèle disait « Au-dedans de toi est la source du bien, une source qui peut toujours jaillir si tu creuses toujours. » Cicéron, quant à lui, disait que « L'homme n'est jamais si proche des dieux que lorsqu'il fait du bien à son prochain. » Et enfin, Victor Hugo clôt que le bien que l'on fait parfume l'âme. En définitive, mesdames et messieurs, le mieux est le pire ennemi du bien, car il aura tendance à faire oublier à l'homme que seul le bien compte et que rien ne vaut mieux. Dès lors, mesdames et messieurs, chers jurys, j'espère que vous choisirez le bien et non le mieux. Mesdames, Messieurs du jury, Monsieur le Président, Bruno Lopez, alias Coulchen, le disait. L'amitié, c'est fragile. Vous en avez tous fait l'expérience et honnêtement, ça fait toujours mal de perdre un beau copain. On ne rigole plus avec, on ne boit plus à la même table. Il est une chose même plus grave que cet ami, seulement un bon, était susceptible de vous apporter. Cette chose, c'est l'élévation spirituelle. C'est d'autant plus triste que, soyons honnêtes un instant, nous sommes parfois à l'origine même de ce conflit, voire nous lui imputons des torts qui lui sont purement et simplement étrangers. Mais alors pourquoi cette petite parenthèse sur l'amitié ? Eh bien pour vous mettre en garde, car, messieurs, dames, aujourd'hui vous êtes sur le point de perdre un ami. Peut-être même le seul ami susceptible de battre le chien à vos yeux, le mieux. Pour certains, le mieux s'opposerait au bien. Et donc, je me ferai l'avocat de Monsieur Mieux, en vous prouvant d'une part qu'il est purement et simplement innocent, mais surtout qu'il est le bouc émissaire du réel coupable, l'homme. Pour quelques immatures, donc, le mieux serait l'ennemi du bien. Cela pose quelques questions sous-jacentes. Qu'est-ce que le mieux ? Plus difficile, qu'est-ce que le bien ? Vous noterez que ces différentes notions sont importantes pour l'être définies, puisque sans cela, il est impossible de cadrer le sujet, d'y répondre. Et c'est bien là le premier problème, mesdames, messieurs, car concernant le bien, il est tout bonnement impossible de le définir en simplement 10 minutes. 2500 ans de pensée n'ont pas réussi à le généraliser, alors je n'en serais pas capable. Pourtant, il est de mon devoir aujourd'hui de vous apporter une définition au moins cohérente pour le sujet. Alors, après avoir pesé les parties métaphysiques et personnelles de cette notion, avoir fait état des différentes philosophies occidentales et asiatiques, opposer Grèce antique et Renaissance, éthique spinoziste et esthétisme kierkegaardienne, ainsi que pour finir les 8 définitions du bien dans le Larousse, j'en ai conclu à une définition suivante. Comme une épiphanie, elle m'est venue, le bien, mesdames, messieurs, c'est bien. Et oui, pardonnez-moi ce faux espoir, mais c'est là la seule définition adaptée au sujet. C'est la seule définition suffisamment générale pour traiter d'un sujet qui, lui, ne l'est absolument pas. En réalité, de toute façon, vous allez le voir, cette définition est bien suffisante, puisqu'elle met l'emphase sur les points importants. Le bien, d'une part, est vague. Le bien, c'est bien, je ne le définis pas. Vous l'aurez compris, le bien est vague. En démontre d'ailleurs l'impossibilité réellement de le définir. C'est un ordinateur ou c'est un pupitre. Quelque chose de matériel, c'est facile à définir. Mais maintenant, cette personne est une bonne personne. Celle-là, vous l'aurez compris, c'est très compliqué de définir, voire c'est impossible de définir le bien. Pourquoi ? Car il est tout d'abord abstrait, ce bien. Et qui plus est, il est très compliqué à définir. Certaines matières abstraites pourraient être définies, mais le bien, lui, ne le peut pas, tout simplement car il n'est pas absolu. Cette fois, en réalité, c'est Didier Morville qui avait raison, Joe Starr. L'unité, même en pensée, est illusoire. Concernant le bien toujours, ajoutons que le bien, c'est bien. Ça veut bien dire que le bien, bien avec un grand B, est bien, si tant est que ton bien et mon bien forment un seul et même bien. Non ? Reprenons. Le bien n'est certes pas absolu, pourtant, parfois, il nous arrive de le partager, ce bien. Alors pourquoi ? Quel élément fait que le bien est partagé ? Cet élément, c'est le bonheur. Le bonheur tiré d'un acte, voilà qui nous fait dire si cette chose est bien ou non. Si tout le monde y gagne, c'est bien. Si tout le monde y perd, c'est mauvais. Si quelques-uns y gagnent au détriment des autres, ce sera bien pour eux et mauvais pour les autres.
En d'autres termes, une personne qui pense que c'est bien tirera toujours du bonheur de cette chose, de cette pensée. Notez que je n'écarte pas les notions de don ou de sacrifice de soi dans cette pensée, puisque, en réalité, une personne qui donne de sa personne en tire toujours au moins un bénéfice moral, qui a tendance à dépasser le simple gain physique, matériel. Après tout, vous en avez fait l'expérience il y a de cela 2 mois. N'avez-vous pas oublié le prix du cadeau de Noël face au sourire du destinataire ? Alors on en tire un point fondamental. Le bien pour celui qui le considère comme tel, c'est donc le bonheur. Dès lors, mesdames, messieurs, le mieux s'oppose-t-il au bonheur ? Encore une fois, une réponse simple, non. Non, tout simplement. Car le mieux, par définition, ne veut pas s'intégrer à cette idée. Le mieux, c'est le mieux, comme le bien, c'est bien. Le mieux, c'est le mieux. S'il est moins bien, c'est le pire. En aucun cas, le mieux avéré ne saurait être néfaste pour l'homme. Une allégorie peut-être pour imager cette pensée. Imaginez une échelle. Pas un escabeau, c'est trop court. Hein. Pas non plus un escalier, non, ça ne sonne pas très bien. Cantonnez-vous à l'allégorie de l'échelle. Cette échelle, c'est votre bien. Plus vous montez haut, plus vous en obtiendrez. En dessous se tient son rival éternel, le mal. Les barreaux de l'échelle sont le moyen d'accession au stade supérieur ou inférieur, selon, attention et c'est important, la volonté de l'homme. En somme, le mieux n'est que l'un des 2 outils offerts à l'homme pour atteindre soit le bien, soit le mal. Le mieux n'est rien d'autre que cela, un outil qui amène fatalement au bien. En aucun cas, il ne saurait être l'antagoniste du bien. Il n'est qu'une étape. On ne va pas reprocher aux étapes d'une course d'être l'ennemi de la ligne d'arrivée, alors que ce sont elles qui amènent l'homme à cette finalité. Le mieux, c'est donc certain, si tant est qu'il est avéré, est par nature forcément et intimement lié au bien. Mais alors comment se fait-il, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, que parfois le bien fait mal ? Serait-ce donc là la limite de cette expression ? La vérité, c'est que vous omettez un point fondamental de l'échelle. J'ai envie de dire comme par hasard, vous l'oubliez, car ce point, c'est vous. Et oui, rappelez-vous, le levier de l'échelle, c'est vous, celui qui initie le mouvement, c'est moi ou vous. En réalité, c'est nous tous. Vous faites le choix du mieux ou du pire. Parfois, en souhaitant faire au mieux, vous faites le pire. Mais n'accusez jamais le mieux, pauvre et innocent, de ce choix, car c'est le vôtre. Le mieux n'est que le barreau pris de manière ascendante. L'étape de la course, un simple outil. Il n'est pas responsable d'une quelconque chute. Rappelez-vous aussi qu'il en va de même pour le pire. Alors, pas question de lui refiler non plus la patate chaude de la responsabilité, non, car cette patate, elle vous appartient. Le mieux n'est pas l'ennemi du bien, vous l'êtes, en choisissant parfois le pire. Le mieux est indépendant de l'homme. Après tout, lui aussi, il est libre. Mais la liberté passe aussi par assumer ses choix. Un dernier exemple du proverbe, afin de mieux illustrer cette idée. Le proverbe, le mieux est-il l'ennemi du bien ? Le mieux est l'ennemi du bien. À vouloir trop en faire, on finit par mal faire. C'est l'idée que traduit ce proverbe, logiquement, mais l'on remarque bien que c'est le vouloir, c'est notre action qui conduit au pire, qui conduit à l'échec du bien, pas le mieux. C'est parce que l'homme l'a voulu de manière déconnectée qu'il n'est pas parvenu au bien. Il a souhaité le bien alors que c'était impossible, ou du moins plus de bien. Le mieux, lui, est toujours parfait, en ce sens qu'il amène toujours à sa finalité le bien, pour peu qu'on ait la tête sur les épaules. C'est aussi le cas du pire, d'ailleurs, si vous souhaitez faire le mal. L'homme, lui, c'est tout le contraire. Il est hypocrite, il est menteur, et face à son échec, il cherche encore un bouc émissaire. Alors, mesdames, messieurs, comprenez mieux le mieux, et croyez-moi, ça vaut mieux. Non, le mieux n'est pas l'ennemi du bien. Appelons un chat, ne faites pas l'autruche en faisant du mieux le mouton noir. Ne faites pas non plus l'impasse sur l'éléphant dans la pièce, votre volonté. Qui plus est, en assumant le mieux comme il est, un simple outil donc, alors c'est seulement à ce moment que le mieux reviendra enfin vers vous pour vous élever spirituellement comme tout bon ami. Il vous élèvera, créant ainsi l'homme au-dessus des hommes, le surhomme, l'Ubermensch, l'homme responsable. N'oubliez pas cette idée de responsabilité, mesdames, messieurs, car si aujourd'hui le pire est à venir, c'est bien parce que l'homme est l'ennemi du bien.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, laissez-moi vous transporter quelques années en arrière. Bienvenue en l'an de grâce 1661. Nous sommes, pour être exactement précis, le 17 août, non loin de l'actuelle ville de Melun. Depuis ce matin, dans toute la région, on entend un tumulte agité. C'est le ballet incessant de domestiques, de porteurs, de fleuristes, de cuisiniers, de décorateurs qui arpentent anxieusement les couloirs du château de Vaux-le-Vicomte. Comme dans un orchestre symphonique, chacun joue sa partition, sans la moindre fausse note, et ce, sous la baguette intransigeante du propriétaire des lieux, le surintendant des finances du Royaume de France, Nicolas Fouquet. Celui-ci organise ce soir une somptueuse réception. Tout doit être parfait. Et pour cause, le roi de France, Louis XIV, sera l'invité d'honneur de ce banquet. On y jouera à la loterie, et lorsque les invités auront bien ri, ils iront chasser dans le parc du château toutes les perdrix, le gibier et les étourneaux. Le cuisinier Vatel aura concocté les meilleurs plats pour satisfaire les papilles exigeantes du roi, qui se délectera juste après le service d'un des plus beaux feux d'artifice. Cette soirée est l'incarnation idéale de l'exubérance, de l'abondance et de l'opulence. Fouquet, par son extravagance, se représente ainsi comme l'homme le plus puissant du royaume. Et pourtant, 2 semaines plus tard, le 4 septembre 1661, il sera démis de ses fonctions, arrêté, poursuivi et emprisonné à perpétuité. Pour les mauvaises langues, cette arrestation serait due à la jalousie du roi. On ira même jusqu'à dire que c'est sa folie des grandeurs qui l'a conduit à sa perte. Mais je suis désolé de briser un si beau mythe ce soir, mais comme plusieurs historiens l'ont déjà démontré, la magnificence de la réception du 17 août n'est pas la cause de la déchéance de Fouquet. En effet, la décision de l'arrêter avait été prise depuis quelque temps déjà. C'est sous l'influence de Mazarin et de Colbert, qui étrangement prendra la suite de Fouquet, coïncidence je ne crois pas, que le roi décida de se débarrasser de lui. Fouquet n'est donc qu'une victime de plus des intrigues du pouvoir. Sa folie des grandeurs n'a rien à voir là-dedans, bien au contraire. C'est ce grain de folie qui lui a permis d'être là où il était, à savoir l'un des hommes les plus riches, l'un des hommes les plus respectés et l'un des hommes les plus puissants du royaume de France. Avec cette petite histoire, vous le voyez, on critique la folie des grandeurs. On dit qu'elle mène à la perte des individus à qui elle serait montée un peu trop à la tête. On dira la même chose de Napoléon, mort en exil, et de Jules César, assassiné de 23 coups de couteau, alors même que ce qui a véritablement conduit à leur perte, c'est l'impréparation militaire pour l'un et le complot politique pour l'autre. La seule conséquence de la folie des grandeurs pour ces 3 personnages, c'est de leur avoir permis d'être surintendants des finances, d'être allés jusqu'aux portes de Moscou et d'avoir été à la tête d'un empire immense, bref, d'être entrés dans l'histoire. Comme disait Anatole France, pour accomplir de grandes choses, il ne suffit pas d'agir, il faut rêver, et quoi de mieux que la folie pour y parvenir ? Qui ne veut pas entrer dans l'histoire ? Qui ne veut pas faire de grandes choses dans ce monde ? Qui ne veut laisser aucune trace de son passage ? Personne. Ça me paraît donc évident, il faut avoir la folie des grandeurs. Mais alors, c'est quoi avoir la folie des grandeurs ? Parce que moi, à la maison, j'ai le DVD du film avec Louis de Funès et Yves Montand. Maintenant, je ne suis pas tout à fait persuadé que cette acquisition va me permettre d'entrer dans l'histoire. Mais c'est peut-être un bon début pour comprendre ce qu'est la folie des grandeurs. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, je vais donc odieusement tout vous spoiler. Don Salluste est un grand d'Espagne. Disgracié par le roi, il décide de se venger en montant un plan machiavélique pour prendre le pouvoir à sa place. Le coup manque, il est arrêté et envoyé au bagne de la Puerta del Sol. Voilà donc comment détruire un chef-d'œuvre français en 10 secondes. Mais rassurez-vous, ce n'est pas pour rien. Parce que, grâce à cela, on comprend qu'avoir la folie des grandeurs, c'est avoir une ambition débordante. C'est vouloir être calife à la place du calife, être riche, être puissant, être célèbre. Don Salluste illustre cela. Il représente cette quête de l'omnipotence. Mais Don Salluste est un odieux personnage. Que ce soit dans Ruy Blas de Victor Hugo ou dans son adaptation cinématographique, il est tantôt décrit comme étant le mal absolu, tantôt tourné en ridicule. Eh bien, derrière ces représentations, il y a bien un message. C'est qu'avoir la folie des grandeurs, c'est mauvais, c'est détestable et c'est grotesque.
Et ça, c'est vraiment français. Il suffit que vous soyez un peu ambitieux pour qu'on vous colle une réputation catastrophique. Soit vous avez les dents qui rayent le parquet, soit vous êtes un requin, soit vous êtes arrogant et j'en passe et des meilleurs. On a même qualifié les gens qui avaient la folie des grandeurs de mégalomanes. Et oui, on ne peut plus aspirer tranquillement à la richesse, au pouvoir et au succès sans être qualifié d'illuminé. Un mégalomane, ou mégalo, c'est une personne qui a un orgueil démesuré, un amour effréné pour elle-même, un égocentrisme prononcé et une ambition excessive. La moindre des choses, donc, pour être étudiant en droit, et nous savons de quoi nous parlons ici. Mais rassurons-nous, on est tous plus ou moins mégalos. C'est dans la nature humaine d'être orgueilleux, d'être ambitieux et d'être égocentrique. On rêve tous de la même chose, et surtout dans la société actuelle dans laquelle nous vivons. Il faut avoir le plus d'argent, les plus belles villas, les plus belles voitures et être invité aux grandes soirées mondaines, habillé des tenues les plus excentriques. Alors s'il vous plaît, de grâce, comme tout le monde a la folie des grandeurs, cessons de critiquer les autres qui réussissent et surtout les fous de la réussite. Concentrons-nous sur notre propre vie. Il ne s'agit donc pas tant d'avoir la folie des grandeurs. Ça, c'est inné, c'est naturel. Il s'agit de la mettre en œuvre. Alors, mesdames et messieurs, rêvons et ayons les plus délirantes ambitions. Ça ne coûte rien, ça ne peut vous apporter que du bien si vous arrivez à les mettre en œuvre. Comme dirait Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Et moi, viser la lune, ça ne me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Et vous allez vous en rendre compte. Lorsque j'étais en terminale, je voulais faire du droit déjà. Mais pas pour devenir n'importe qui. Non, je voulais être le prochain Harvey Specter de la série Suits pour les néophytes. Repéré par les recruteurs d'Harvard, ils m'accorderont une bourse pour réaliser mes études. Je serai ensuite repéré par Lois Litt, qui m'embauchera au sein du meilleur cabinet d'avocats d'affaires. Je serai le plus brillant des collaborateurs, si bien que je deviendrai rapidement le plus jeune associé de New York. J'aurai un bureau en haut d'une tour, d'où je verrai la ville à l'envers, d'où je contrôlerai mon univers. Et puis la patronne, Jessica Pearson, partira à la retraite. On pleurera tous son départ, mais pendant ce temps-là, je serai devenue reine. Bon, la réalité, pour certains, vous la connaissez. Après une première année où j'ai détesté l'économie, réduisant ainsi mes chances d'être avocat d'affaires, et après une deuxième année où j'ai succombé au charme du droit administratif, je décidai cette année de me spécialiser en droit public. Je laissais donc derrière moi mes rêves de gloire, de puissance et surtout de richesse. Mais à viser la lune, ça m'a permis de tomber dans les étoiles du droit public. Je n'ai donc rien perdu à rêver des grandeurs, bien au contraire. Cela m'a permis de découvrir les joies du droit administratif. Alors certains diront ainsi que j'ai perdu ma folie des grandeurs en renonçant à ma brillante carrière américaine. Mais c'est faux. Dans ces étoiles, rien ne m'empêche de rêver à nouveau, de m'accrocher à un nouvel astre, car il n'y a pas que la lune que l'on peut viser. La grandeur, c'est relatif. Elle est propre à chacun. Je sais que j'ai été un peu caricatural en ne vous parlant que de richesse et de pouvoir, mais nous n'avons pas besoin de viser cela pour être fous des grandeurs. Pour reprendre Grand Corps Malade, faire 1m60 et vouloir jouer un NBA, c'est être fou des grandeurs. Vouloir ouvrir son site d'info en Corée du Nord, c'est être fou des grandeurs. Vouloir être politique en ne disant que la vérité, c'est être fou des grandeurs. Il existe donc 1001 façons d'être fou des grandeurs, alors soyez-le. Laissez sortir cette folie cachée en tout homme. Elle ne vous veut aucun mal, elle ne vous conduira pas à votre perte. Au mieux, vous atteindrez la grandeur, au pire, vous aurez des remords, mais jamais de regrets. Et ça, c'est le plus important, ne regrettez jamais rien, vivez votre vie à fond, réalisez vos rêves les plus fous, et qu'importe ce que l'on dit de vous. Dépassez la raison pour atteindre l'horizon, soyez ambitieux pour atteindre les cieux. Je vous remercie. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Il faut dire qu'une loi dispose. Il faut pratiquer une activité sportive. Il faut sauver le soldat Ryan. Il faut avoir la folie des grandeurs. Non. Stop. Je ne défendrai pas cette dernière injonction. Naïvement associés à des concepts charmants, tels que le rêve, le courage ou l'ambition, la folie des grandeurs
revêt en réalité une toute autre signification, bien moins séduisante. Aujourd'hui, chacun veut toujours plus. Plus grand que son prochain, plus clinquant que son voisin. Kim Kardashian revendique le fessier le plus impressionnant. Les influenceurs cherchent plus de followers et les promoteurs construisent toujours plus en hauteur. Je vous le concède, du haut de mon 1,80 m, je semble plutôt mal placé pour donner la fin des immensités. Mais cette volonté de toujours épater doit cesser. À l'heure de la démesure doit s'ouvrir le chapitre de la rupture. Non, il ne faut pas avoir la folie des grandeurs. Et si vous en doutez, laissez-moi vous guider. Montons ensemble les marches de la folie qui nous mèneront au sommet des grandeurs où ne règne que déshonneur et malheur. En clair, prenons de la hauteur. Prenons de la hauteur, mais pas trop. Restons-en pour le moment sur le palier du commencement. Au château de Vaux-le-Vicomte, la fête bat son plein. Haute de 25 mètres, époustouflante demeure du XVIIe siècle, jardins à la française, moulures aux plafonds et boiseries remarquables. De quoi de bluffer Stéphane Plaza ou Stéphane Bern. La nourriture y est abondante, la musique enivrante et les danses virevoltantes. Décor féerique, aux conséquences tragiques. Le maître des lieux, Nicolas Fouquet, surintendant du roi Louis XIV, dans le but d'impressionner son souverain, a vu les choses en grand. Trop grand. Le roi Soleil, se sentant éclipsé par ce faste déployé, fit emprisonner ce ministre dépensier. Maigre consolation pour le petit Nicolas, du fond de sa prison, il a inauguré l'expression « avoir la folie des grandeurs ». Mesdames et messieurs, l'histoire de Nicolas Fouquet est la preuve qu'il ne faut pas se laisser remporter par les flots d'une ambition excessive et démesurée. En effet, à force de vouloir se distinguer, au risque d'être jalousés, nous nous éloignons parfois de la beauté, de la réalité. Chacun d'entre nous se souvient sûrement avoir convoité un bijou, une montre ou une voiture bling-bling, plus pour frimer que par nécessité. Combien d'auteurs ont eu la folie d'écrire le livre de trop? Combien de compositeurs ont poussé la chansonnette un peu trop loin? À rechercher le succès et la reconnaissance, ils ne suscitent plus que l'indifférence. En votre fort intérieur, vous savez à présent que la folie des grandeurs nuit à notre bonheur. Mais pas seulement. Et pour le constater, montez avec moi dans l'ascenseur et prenons un peu plus de hauteur. Du haut de ses 330 mètres, la tour Eiffel nous offre une vue imprenable sur la ville de Paris. Elle incarne la grandeur de la France et pourtant son créateur n'était pas atteint de démence. Heureusement pour nous, Gustave Eiffel n'était pas fou. Il était ingénieur. Certes, il est plus romantique et énigmatique de penser que de tels exploits ne sont que le fruit de savants fous. Mais en réalité, la folie ne conditionne pas la grandeur, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire d'être fou pour faire quelque chose de grand. Ainsi, si ce Gustave Eiffel est parvenu à concevoir ce grand monument, c'est parce qu'il avait la tête bien remplie. Non pas de folie, mais de connaissances techniques et mathématiques. Ce brave Gustave avait plus d'un tour dans sa poche. Par ailleurs, nous pouvons aussi accomplir de grandes choses sans en avoir l'intention. Regardez-moi, à cause de mes parents, qui n'avaient pourtant pas la folie des grandeurs, il m'est impossible de monter dans une Mini Cooper. J'insiste, la grandeur, loin d'être intentionnelle, survient parfois de manière accidentelle. Ce constat va de pair avec l'histoire des sœurs Tatin, cuisinières jamais à l'abri d'un impair. En renversant par mégarde leur tarte aux pommes, elles ont inventé ce dessert retourné, cette gourmandise qui se mange sans faim, la fameuse tarte Tatin. Enfin, mon aimable contradicteur pourrait me rétorquer que du génie à la folie, il n'y a qu'un pas facilement franchi, et que cela a permis à Mozart
Van Gogh ou Maupassant de réaliser des chefs-d'œuvre qui ne se perdent pas au fil du temps. Mais vous en conviendrez comme moi, ces exemples sont isolés et enjolivés. Car la folie, au sens médical du terme, en altérant notre discernement, nous empêche de réaliser quelque chose de grand. Mesdames et messieurs, si malgré ce constat, vous souhaitez prendre le risque de me suivre encore et monter plus haut, n'oubliez pas votre manteau. À 8849 mètres d'altitude, il fait froid au sommet de l'Everest. Pourtant, la folie des grandeurs me donne des bouffées de chaleur. Je suis en sueur et j'ai peur. Car sous nos yeux, un drame est en train de se jouer. Bien qu'essoufflés, mais ne sachant s'arrêter, de nombreux alpinistes sont prêts à tout pour prendre de la hauteur. Ils ont déjà réussi l'exploit d'atteindre le sommet du Mont Blanc. Se croyant invincibles, ils ont ensuite essayé de gravir l'Everest. Mais cette fois, le défi est trop grand. Déception. Déception, c'est donc le sentiment qui habite tous ces alpinistes qui tentent en vain de se hisser sur le toit du monde. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, prenez garde. N'aspirez pas à quelque chose de trop grand au risque d'être déçus et de tomber de haut. Si vous souhaitez que déception soit remplacée par satisfaction, revoyez vos aspirations à la baisse, puisque dans tous les cas, ce n'est pas la taille qui compte. Ne vous méprenez pas. Ne pas avoir la folie des grandeurs ne signifie pas n'avoir aucune ambition. Cette dernière doit simplement être assez élevée pour se surpasser, mais assez réaliste pour pouvoir être atteinte. Assurément, la folie des grandeurs ne fait que nuire à notre bonheur. Mais s'il vous plaît, suivez-moi une dernière fois. Je vous emmène au bout de la terre, non pas au pays des merveilles, mais au sommet de la tour de Babel. Son dernier étage, à ça de toucher les nuages, est à l'image de l'orgueil qui touche parfois les hommes. Cette tour aurait été édifiée par le peuple de Babylone pour atteindre les cieux et concurrencer Dieu. Pour punir les mortels de cet affront, Dieu aurait donc créé des langues différentes pour les empêcher de communiquer et mener à bien leur chantier. La tour de Babel est donc une énième preuve de la dangerosité de la folie des grandeurs qui sème le chaos sur terre. Ni vous ni moi ne pouvons plus en douter, avoir des projets démesurés ne fait que nuire à la stabilité de la société. Bon nombre de conquérants n'ont pas hésité à sacrifier des peuples entiers. Napoléon, petit par la taille, mais grand par les ambitions. Alexandre le Grand, redoutable concurrent, assoiffé de pouvoir et avide de nouveaux territoires. Malheureusement pour lui, sa folie des grandeurs s'est transformée en folie des grands crus. Ni vous ni moi. Ainsi, à trop rechercher la gloire, ces ambitieux ont provoqué des désastres notoires. D'autres, voyant s'échapper la victoire, ont sombré dans le désespoir. La folie des grandeurs est un fléau. Et pour le constater d'un peu plus haut, je vous propose d'embarquer au 7e... Ah bah non, je peux pas. Il est l'heure, monseigneur. Notre course folle doit prendre fin. J'espère qu'aucun de vous n'avait le vertige, car notre ascension nous a permis d'amasser suffisamment de pièces à conviction pour prouver que la folie des grandeurs ne vaut rien de bon. Et puis d'ailleurs, pourquoi faudrait-il avoir 7 folies précisément ? Ce ne sont pourtant pas les folies qui manquent. Mesdames et messieurs, il faut cultiver son grain de folie, il faut tomber fou amoureux, il faut s'émerveiller aux folies bergères. Non, cette fois je ne dirai pas stop. Mais n'oubliez pas, il ne faut pas avoir la folie des grandeurs. Je vous remercie. Je pense que la tâche du jury va être un petit peu ardue, mais en tout cas vraiment un grand bravo à tous les candidats. Je pense que vous nous avez largement montré que votre place en demi-finale était plus que méritée. Et voilà, vous pouvez tous être très fiers de vous. Vous avez excellé. Donc maintenant, je vais vous demander à tous de patienter un petit peu pendant que le jury va partir délibérer. Et puis on se retrouve tout à l'heure dans cet amphithéâtre. Merci. Ça y est.
Nous avons délibéré. Ça a été très difficile. Vous avez tous été très bons. Et la réflexion qu'on s'est fait spontanément, une fois que nous étions enfermés dans la salle de délibéré, c'est de se regarder tous en se disant « quel niveau ?» Alors moi, c'était la première fois. J'avais pas de point de référence. Certains membres du jury avaient déjà vu des concours et vous avez tous été très bons et bien meilleurs que dans d'autres concours pour ceux qui en avaient l'expérience. Donc félicitations à tous, et y compris à ceux qui malheureusement n'auront pas été retenus par le jury. Vous n'avez pas démérité, et même si vous n'avez pas tous été choisis, on a eu beaucoup de mal à prendre nos décisions sur chacune des battles, puisqu'il s'agissait de ça. Et la décision, nous l'avons prise. Alors, je ne vais pas vous torturer plus longtemps les uns et les autres. Et je vais donc annoncer, puisque j'en ai la charge, le choix qui a été le nôtre, les choix qui ont été les nôtres. Alors, pour le premier cas pratique, premier battle, c'était le choix du prénom. Souvenez-vous, il y avait Ambre Thévenin, qui était demandeur sur ce cas pratique, et nous avions Chamedine Bouyala, qui était défendeur, et notre cœur a penché vers Ambre Thévenin. Je dis notre cœur parce que, bravo à elle. Parce que s'agissant d'un concours d'éloquence et de plaidoirie, il y a aussi l'émotion qui passe, il y a aussi les sentiments qui passent, il y a plein de choses qui passent. Il y a le fond. Maintenant, pour ce qui est de Chamedine Bouyala, ça a été aussi très difficile. Maintenant, on a eu peut-être sur ce cas-là une question de timing aussi qui a peut-être pu entrer en ligne de compte. Ensuite, on avait le cas pratique numéro 2, vie privée et droit à l'information. Et vous aviez en demandeur Merlin Maillet, et en défendeur, nous avions Michel Kerfonteau, et notre choix s'est porté sur Michel Kerfonteau. Bravo à lui. Et là encore, ça a été très difficile, et tenons à dire à Merlin Maillet qu'il n'a pas démérité. Pour les licences 2, nous avions un cas pratique, tentative de viol sur mineur de 15 ans. Souvenez-vous, vous aviez en demandeur Delphine Gumus, qui jouait le rôle du procureur, et en défendeur Lise Carlan, qui jouait le rôle de l'avocat. Et notre choix s'est porté en faveur de Delphine Gumus. Bravo à elle. Le cas pratique numéro 2 était sur le sujet violence éducative sur mineurs. Nous avions en demandeur Paul Henry et nous avions en défendeur Antoine Le Saulnier. Et là aussi, après d'âpres discussions et échanges, notre choix s'est porté vers Paul Henry. Bravo à lui. Nous avons ensuite réfléchi au battle des licences 3, qui avait, souvenez-vous, des sujets philosophiques. Le premier de ces sujets était « Le mieux est-il l'ennemi du bien ?» Nous avions, pour l'affirmative, la thèse affirmative, Robin Bagros, et pour la thèse négative, Hugo Taraszewski. Notre choix s'est porté sur Robin Bagros. Bravo à lui. Et enfin, pour terminer, le sujet numéro 2 était « Faut-il avoir la folie des grandeurs ?» Nous avons eu une battle de très haut niveau comme les autres auparavant. Et après d'âpres discussions et échanges, notre choix s'est finalement porté en faveur de Salomé le Joli. Comme j'ai pu le dire pour la première, notre cœur a penché à chaque fois pour l'un ou l'autre des candidats, mais ça a toujours été un crève-cœur de le pencher pour l'un, parce que toujours l'autre
nous avions le souvenir de la qualité de sa prestation. Bravo à tous en tout cas. Moi j'ai été fier et honoré d'être le président de ce jury avec les membres du jury qui sont derrière moi. Et ça a été pour moi la première expérience, alors pas de prendre la parole en public, mais la première expérience de délibérer avec en plus mon président du tribunal de grande instance de Vannes. Donc j'avais l'impression d'être enfin juge, mais ça n'est qu'une fois et jamais plus, je le promets. Merci à tous. Bon, et pour terminer ce superbe événement, je voulais adresser quand même quelques remerciements. Tout d'abord, merci à vous, chers spectateurs, d'être venus si nombreux. Je pense que ça montre que cet événement a été une réussite. On était très très contents de voir l'amphi plein. Et je pense que voilà, votre présence, c'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez apporter aux candidats. Donc merci à vous. Merci également forcément aux membres du jury pour la manière dont vous avez su endosser votre rôle à la perfection, pour les conseils que vous avez su donner aux candidats, pour le temps aussi que vous nous avez donné et pour votre expérience dont vous nous avez fait bénéficier. Vraiment, merci beaucoup. Sans votre soutien, on n'en serait pas arrivé là. Donc, merci beaucoup. Merci également, encore une fois, aux candidats. Vous avez tous été extra. Je pense que voilà, on ne me contredira pas là-dessus. C'était vraiment super. Vous pouvez tous être extrêmement fiers de vous et du chemin que vous avez parcouru, de la progression aussi qu'on a pu apprécier entre le premier tour et la demi-finale. C'est impressionnant, vraiment. Donc un grand merci et un grand bravo à vous encore une fois. Je voulais aussi également remercier les deux associations, Diaphragme et La Palme Verte, association de la faculté de Vannes, avec qui on a pu tisser de super liens et qui maintenant couvrent en images et en vidéo tous nos événements. Donc merci beaucoup à vous. Merci également à l'université de nous avoir soutenus. C'est le dernier tour du concours qui aura lieu ici, puisque la finale aura lieu au tribunal judiciaire de Vannes. Donc merci à la faculté, notamment à monsieur Loiseau et à monsieur Olivier Plébert, qui nous ont bien aidés sur tout l'aspect technique de l'événement. Et puis pour terminer, je voulais quand même remercier les membres du bureau, que je vais inviter à me rejoindre ici, s'il vous plaît. Tout d'abord, un grand merci à Antoine Dauphin, donc le vice-président de l'association, qui se donne corps et âme et jour et nuit, depuis la rentrée. Donc c'est pareil, sans toi on n'en serait pas là. Donc merci beaucoup et puis bravo aussi. Ensuite, Justine Fresnel, la trésorière de l'association Mais pas que, qui fait un travail monstre qui va bien au-delà de ses fonctions. C'est grâce à elle qu'on a eu les super cas pratiques avec les super jeux de mots sur lesquels les candidats ont pu s'exercer aujourd'hui. Donc un grand merci à toi. Et puis merci également à Minéa, Marius et Manon, les trois chargés de communication de l'association, sans qui on n'aurait pas eu toute cette communication, ce couvrage médiatique qui vous a permis pour beaucoup d'être là aujourd'hui. Donc un grand merci, un grand bravo à eux aussi pour leur travail. Bon, évidemment, on peut pas finir quand même sans remercier Angèle Brégé, la présidente, qui se dévoue aussi corps et âme. Voilà, je pense qu'on peut dire qu'on est tous très fiers de travailler avec elle sur ce projet qui nous prend quand même beaucoup de temps. Donc merci à elle et hâte de continuer finalement cette aventure qui n'est pas encore terminée, ça c'est sûr.